recevez en direct. Notre invité de ce matin, c'est un acteur politique bien connu. Il est aujourd'hui président de Lumière pour le développement dans la paix, LDP, ancien député, mais économiste de formation. Il s'agit du député Ouro Akpo-Tchaniao. Honorable, encore une fois, bonjour. Bonjour, Jochin. Bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs. Une loi est en gestation pour se pencher sur le cas des anciens députés. C'était une lueur d'espoir pour vous? Bon, ça a été fait quand on était à l'Assemblée. Nous avions initié cette loi qui n'a pas marché. Et on a tout fait pour que quand même cela puisse être adopté avant qu'on parte, mais ça n'a pas été fait. Si aujourd'hui ça revient, bon, mieux vaut tard que jamais. Ah oui. Mais avant toute chose, permettez-moi de rendre hommage aux forces de sécurité et de défense qui sont sur le front, dans la savane, tout ce qui se passe par rapport à leur résilience. Et vraiment, nous sommes de cœur avec eux. Ah oui, et permettez-moi également aussi de rendre hommage à certains journalistes, en commençant par vous-même, Jochin Agbetim, et puis celui qui a pris votre place aujourd'hui, Francisco Napokura, du journal, en tout cas que vous connaissez. Il y a aussi votre aîné qui vous avait dévancé, monsieur Apollinaire Mawene-Messé. Tous ces gens-là qui font un grand boulot sans trop demander et qui subissent souvent des situations imprévues. Courage à vous tous et à tous ceux qui continuent le travail, qui nous inspirent. Ça, il faut que je vous le dise. Il y a beaucoup parmi vous dans leur travail, ça nous inspire. Je peux les citer si vous permettez. Là, je pense quand même que par rapport aux forces de défense et de sécurité véritablement qui se donnent à cœur, à fond pour pouvoir protéger les populations, sauvegarder l'intégrité territoriale et tout, est-ce qu'à un moment donné, la population peut aussi peut-être les soutenir d'une manière ou d'une autre? Non, il faut que les populations les soutiennent. Parce que c'est vrai qu'il y a des antécédents, il y a eu des occasions où la population a attendu que les forces de l'ordre, les forces de sécurité et de défense puissent jouer un rôle qu'ils n'ont pas fait. Mais cela ne veut pas dire que le travail qu'ils sont en train de faire ne doit pas être soutenu. Tous les Togolais sont concernés, de Lomé jusqu'à Despans. Peut-être tout le monde. Une levée de fonds ou bien un geste symbolique de tout un chacun, peut-être dans une assiette quelque part, pour pouvoir les soutenir également sous forme de signe de solidarité avec eux par rapport au travail colossal combien dangereux qu'ils font là-bas. Effectivement, vous savez, au début, le gouvernement avait invité tous les partenaires politiques et de la société civile à la primature, je pense. Et puis, tout le monde s'attendait à ça. Les gens pensaient que bon, c'était l'occasion pour que tous les Togolais se mettent ensemble pour faire face à un ennemi commun. Bon, malheureusement, au fil du temps, on a constaté que il y a eu blackout, même tout ce qui se passe au niveau de front. C'est un blackout ou peut-être ça n'a pas encore prospéré? Qu'est-ce qu'il faut attendre? Parce que ici, c'est un combat. Le chef de l'État, à l'époque, avait lancé un appel à tous les Togolais pour qu'on se mette ensemble pour faire face à l'ennemi commun. Et tout le monde était d'accord que face à cette situation, il n'est pas question d'être d'un bord politique ou je ne sais pas quoi. Ici, la sécurité, ça n'a pas de c'est toute la nation qui est engagée. Donc, il le fallait. Et en tout cas, ce que vous dites n'est pas une mauvaise chose. Face à la Covid-19, vous avez vu comment la mobilisation a été faite. Il y a eu cette solidarité Il y a eu cette solidarité nationale qui a été faite. Et pourquoi pas face à ce qui se passe au niveau de la savane. Pourquoi pas, si aujourd'hui il y a une ouverture d'esprit au niveau de ceux qui gouvernent le pays et acceptent la collaboration avec tout le monde, vous allez voir que les Togolais, ils sont en tout cas... Ils ne sont pas chiches? Non, pas du tout. Les Togolais, ils savent quand même, comme le dirait quelqu'un, là où se trouvent leurs intérêts. Voilà. Puisque ce sont nos frères, nos enfants, nos amis. Mais nous-mêmes, parce que cette situation... Tous nous sommes concernés. Tout le monde est concerné, tout le monde est interpellé. Voilà. Parce que tout peut arriver à n'importe qui. Est-ce qu'il vous est arrivé d'entendre ou d'écouter certains Togolais dire « Maintenant, là, la vie est dure.
les choses ne vont plus. Rien ne marche pour moi. C'est très difficile pour moi de gagner peut-être 10 000, peut-être 5 000, peut-être 1 000 francs, etc., etc. Mais moi-même, je le dis chaque fois dans mes sorties. Pratiquement, je fais au moins 2 publications par mois. Je le dis toujours que la situation économique du pays est totalement désastreuse, catastrophique. Tous les clignotants sont au rouge aujourd'hui. Sur le plan économique, tous les clignotants sont au rouge. Le taux de pauvreté est à 56%, avec plus de 25% de l'extrême pauvreté. La balance commerciale est déficitaire à plus de 53%. C'est-à-dire que le pays achète à l'extérieur. Par exemple, pour 2023, le Togo a importé à plus de 2080 milliards, alors qu'il a exporté seulement 1358 milliards. Donc, un déficit de la balance commerciale de plus de 53%. La dette publique du Togo est dans l'ordre de 3585 milliards par rapport à le ratio avec le PIB, c'est au-delà de 70%. Donc, nous sommes passés de l'orange au rouge. Et le service de la dette est dans l'ordre de 45%. C'est-à-dire que, alors que la norme, c'est 15%. C'est-à-dire que les recettes internes rapportées, le service de la dette rapporté aux recettes internes, c'est dans l'ordre de plus de 45%. Ça veut dire que tout ce que vous gagnez, la moitié est destiné à rembourser les dettes. Alors que la norme, c'est 15%. Donc, quand vous prenez tous les indicateurs économiques aujourd'hui, le Togo est pratiquement au rouge. Est-ce à dire que le Togo est très endetté ou bien est endetté? Le Togo est très endetté. Il a dépassé le cadre de l'endettement pour aller dans le cadre de très endetté. Parce que la norme, au niveau de l'UEMOA, c'est 70% du PIB. Aujourd'hui, on a dépassé 70% du PIB et c'est pour ça que nous disons qu'il faut changer tous les paradigmes. Oui, au mais niveau quand même, de la il semble que gouvernance. c'est une situation qui devient transversale, qui n'est pas propre au Togo seul. Le Mali, le Niger, le Bénin et bien d'autres pays de la sous-région également présentent cette même situation. Le cas du Togo est extrême. Quand vous prenez, rien que sur la question de la vie chère, hier par exemple au Niger, j'ai vu que d'abord le prix du ciment a baissé, le prix du pétrole a baissé, le prix du gaz a baissé. Donc les produits de première nécessité, les prix ont baissé, même au niveau de la santé. Ça a baissé. Le Niger, par rapport à ce qu'on appelle l'appel de Lagos, le Niger utilisait déjà 12% de son budget pour la santé, alors que le Togo n'a jamais dépassé 5%. Vous voyez, quand vous étudiez le budget, c'est ce que vous aviez constaté? Oui, c'est ce que nous avions constaté. Alors qu'il y a l'appel d'Abuja qui a demandé à tous les pays c'était en 2001. d'utiliser 15% de leur budget pour la santé. Alors, le Niger est déjà au-delà de 12%, le Burkina Faso est à 9%, le Togo n'a jamais dépassé 5%. Et peut-être c'était quand vous étiez au Parlement, mais aujourd'hui les choses auraient peut-être Non, les évolué. choses n'ont pas tellement changé. J'ai toujours les chiffres. Toujours les chiffres. Donc, les choses n'ont pas tellement évolué. Donc, c'est ce qui explique. C'est-à-dire que le Togo investit plus dans des domaines qui ne rendent pas service au peuple. Et surtout que la gestion, en tout cas le chef de l'État l'a dit en 2012 depuis, qu'il y a une minorité qui accapare toutes les richesses. Malheureusement, il n'y a pas eu de sanctions jusqu'à ce jour. Mais aujourd'hui, des dispositions se prennent à travers des institutions pour pouvoir essayer de traquer et peut-être... Malheureusement, moi, je n'ai pas les preuves. Vous vous rappelez le rapport de la Cour des comptes sur les fonds Covid. Jusqu'aujourd'hui, rien n'a été fait et personne n'a été sanctionné. Le dernier rapport de la Cour des comptes sorti en 2022 a montré beaucoup de faillites, beaucoup de failles qui n'ont jamais été corrigées. On nous dit que les grandes sociétés ne versent pas leurs dividendes à l'État, alors que l'État est endetté. Vous voyez, donc on a comme l'impression qu'il y a une fraude fiscale et de l'évasion fiscale qui est organisée au plus haut sommet de l'État. Et personne ne peut venir nous expliquer concrètement ce qui se passe. Donc, il y a une mauvaise gouvernance qui ne dit pas son nom et qu'on doit combattre.
Dire que la balance commerciale est déficitaire depuis des années et que rien n'a été fait. Je vais vous poser la question. Qu'est-ce que... c'est nous qui posons la question. Oui, bon, c'est la maïeutique ici. C'est-à-dire que tout le monde doit pouvoir répondre à cette question. Qu'est-ce qu'on en a fait des rapports de FOPAT 2022? Ça veut dire que les forums de l'agriculteur qu'on a organisé sur toute l'étendue du territoire, qu'est-ce qu'on en a fait? Et aujourd'hui, la balance commerciale est déficitaire alors que le Togo importe pratiquement tout ce qu'il peut produire, le riz, l'huile, la viande, hein, le poisson. Le Togo peut produire tout ça là, mais on importe. C'est ça. Donc, est-ce à dire que vous attendez toujours à la mise en œuvre de tout ce qui a été comme recommandation des FOPAT? Malheureusement, c'était depuis 2008. Il y a eu le forum du paysan. Un forum du paysan à l'époque. À l'époque, en 2008. Mais dernièrement, c'était les FOPAT. Tout ce qui a été fait en 2022 avait été déjà dit en 2008. Et vous voyez, à l'époque, le taux de la participation du secteur primaire, surtout l'agriculture, était de 40% par rapport au PIB. Aujourd'hui, il a perdu 12 points. Là, au niveau de 28%. Alors, qu'est-ce qu'on en a fait? Et malgré tout ça, là, rien n'est fait. Tout ce qui a été décidé, c'est resté dans les tiroirs. Personne ne s'occupe plus. Donc, non, mais aujourd'hui, on a ici et là, un peu partout, à travers le pays, des ZAP. Oui, les zones agricoles améliorées. Tout ça là, c'est sur papier. Non, mais non, il existe des zones, je vous dis que des ZAP. Je vous dis que c'est sur papier. Non, moi, je sais bien que même au niveau de Grompou, il y a une ZAP qui est là-bas. Oui, mais qu'est-ce qu'elle a produit? Je vais vous parler aussi des agropoles qui ont été initiés. Le résultat, il est où? Moi, je suis allé sur PDRIMO. Je suis allé visiter PDRIMO. Un projet qui a coûté 15,5 milliards. Mais le résultat, il est où? Mais c'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas d'initier des choses, mais il s'agit de l'organiser et d'obtenir les résultats. De faire un suivi pour obtenir les résultats. Ce qui ne se fait pas, parce qu'il n'y a pas la reddition des comptes dans notre pays. C'est ça. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement à un mois de la fin de la feuille de route du gouvernement 2020-2025. Pratiquement un mois. Quel est le résultat? Mais c'est ça. On nous a parlé du PND. Le PND qui devrait coûter 6 400 milliards pour faire les investissements. Et créer 500 000 Oui, on a fait venir ici des intellectuels chevronnés tels que Dominique Strauss-Kahn, Alain Lauvergeant, même Dangote. On a créé Togo Invest Corporation, tout ça là, mais le PND a été à mi-parcours abandonné pour la feuille de route 2020-2025. Nous sommes pratiquement à la veille de 2025. Mais le résultat, il est où? Mais c'est de ça qu'il s'agit. Vous pensez qu'aujourd'hui, la feuille de route n'a pas donné son effet sur le terrain? Mais donnez-moi le résultat. Même sur le plan de l'éducation, il y a eu quand même des projets, le P10. Qui avait été initié. Mais le résultat, beaucoup de bâtiments scolaires construits aujourd'hui à travers tout le pays. Moi, je veux regarder les résultats aux examens de l'année dernière. Mais il y a ça aussi. Le système de l'enseignement technique. Est-ce qu'on a pu doter les ateliers d'équipements nécessaires pour faire de la formation au lieu de faire que de l'information? Dans nos écoles aujourd'hui, c'est l'information qu'on donne. On ne fait pas la formation. Mais quand même, il faut avoir des laboratoires. Au même moment, à côté, il n'y a plus de grogne dans le secteur de l'éducation. Oui, c'est parce qu'on a utilisé le bâton. On a utilisé... Non, s'il vous plaît, c'est devant nous. C'est devant nous tous ici qu'on a allé prendre des syndicalistes pour les envoyer en prison. Et d'autres ont été renvoyés de l'enseignement, révoqués de leurs fonctions. Et tout ça, là, il y a plus de 116 enseignants qui ont été révoqués de leurs fonctions. C'était le bâton qui a été utilisé. Comme le Premier ministre l'avait dit, c'est qu'on va gouverner par la peur. Aujourd'hui, on gouverne par la peur et tout le monde a peur. Oui, mais quand même, c'est ça. J'ai été syndicaliste. N'avez-vous pas vu quand même qu'on recrute tous les ans pratiquement des enseignants et que leur situation comparativement à 2005, 2008, 2010, à celle d'aujourd'hui, ce n'est plus la même chose? Vous savez, le monde évolue. On ne peut pas comparer ce qui se passe aujourd'hui à 2005. Je suis syndicaliste. Avant d'être politicien, c'est que je suis syndicaliste. Oui. Et je sais de quoi il s'agit. Donc, je me dis qu'aujourd'hui, bon,
Personne ne peut parler parce que les gens ont peur de parler. Ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas, ils n'ont rien à revendiquer, ni ils n'ont pas des choses à faire. Une fois, il y avait des professeurs qui s'étaient regroupés dans une école à Pagouda. Et il y a quelqu'un qui avait parlé de Kokoroko ou de Kakaraka, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Mais le lendemain, la sanction a été tombée. C'est-à-dire qu'on a muselé le système des syndicats, personne ne parle, parce que les politiciens aussi sont muselés, tout est muselé. Aujourd'hui, c'est la force à la place de la parole. C'est pour ça que on pense que c'est calme. Combien de bâtiments qu'on a dit, et le projet, et les financements qui ont été faits. Est-ce que vous avez vérifié l'efficacité, l'efficience par rapport à l'investissement et tout ce qui a été fait? Donc, il n'y a pas de reddition de compte. Chacun vient, il fait son fanfaron et puis c'est fini. Oui, mais en fait, vous l'évoquez le plus souvent, la reddition des comptes, qui devrait être véritablement la manœuvre afin que la reddition des comptes soit totalement effective et que cela soit sous forme de épée de Damoclès sur la tête de tout le monde. Il y a 3 niveaux. Oui. D'abord, la Cour des comptes, qui doit juger les comptes publics et même aller vérifier comment ça se fait. Mais la Cour des comptes a fait des rapports ici qui n'ont jamais rien fait. Je parle du cas de la SALT, le cas de quand Aboka était comment l'appelle-t-on, président de la délégation spéciale du Golfe. Et beaucoup de rapports de la Cour des comptes n'ont rien donné. Ensuite, au niveau de l'Assemblée nationale, les députés, par leur interpellation et autres, aujourd'hui, les députés qui sont à l'Assemblée sont là pour accompagner le gouvernement. Ils ne sont pas là pour défendre les intérêts du peuple. Vous contrôlez l'action du gouvernement? J'ai dit normalement. Normalement, leur rôle, c'est de contrôler l'action du gouvernement. Oui. Mais aujourd'hui, ils sont là seulement pour accompagner le gouvernement. Ils n'ont pas encore démarré le travail à proprement dit. Mais ils n'ont pas besoin de démarrer le travail avant de contrôler l'action du gouvernement. Il y a aussi le contrôle citoyen de l'action publique par les organisations de la société civile aujourd'hui qui sont muselées. C'est ça. Donc, et la population elle-même est pratiquement abandonnée à son sort. Voilà la situation dans laquelle nous sommes. Et nous devons nous ressaisir chacun de son côté. Selon, à mieux vous écouter, il faut la Cour des comptes, l'intervention de la Cour des comptes, il faut le travail de l'Assemblée et également le contrôle citoyen de les 3 niveaux. Les 3 niveaux. Malheureusement, la Cour des comptes, elle est en fin de mandat depuis 2018. D'abord, le président de la Cour des comptes n'a jamais prêté serment. C'est ce qui fait que tous les rapports de la Cour des comptes ne peuvent pas produire un effet de droit. Ça, il faut qu'on se le dise la vérité. Donc, c'est une volonté qui a de museler et de rendre la Cour des comptes comme une portion congrue, qui ne peut rien faire. Alors, l'Assemblée nationale, c'est à dessein que, bon, on a fait de cooptation. Les gens ont été cooptés, ils ont été mis là-bas. Vous n'avez pas le droit de dire quoi que ce soit. Non, mais vous-même, vous avez pris part aux dernières législatives. Oui, c'est pour ça. Les gens ont été cooptés, non. C'est pour ça que tout les gens a ont été élus. Disons-le. C'est vous qui le dites. Non, mais pas moi, mais c'est ce que les institutions disent. En tout cas, moi, j'étais sur le terrain. Oui, j'étais sur le terrain. Vous avez pris part également à ces élections. Et j'ai fait beaucoup de sorties là-dessus. J'ai publié au moins 3 articles. Donc, vos concurrents avaient-ils été cooptés ou bien avaient-ils été élus? Et de leur côté, ils ont été cooptés. Ah bon? Ils ont été cooptés. Et en tout cas, par rapport à la circonstance, conditions qui ont été mises en place, c'est qu'ils ont pris tout à leur guise. Et alors, avançons. Mais ils ont dit que c'est pour avancer, mais ils n'arrivent pas à avancer. Et donc, vous avez dit les indicateurs sont au rouge par rapport à la caisse ou disons à la finance publique. À la finance publique du Togo. Maintenant, nous, le plus souvent, on évoque l'emprunt obligataire sur le marché de l'UMOA et non UMOA. D'abord, expliquez-nous un peu ce que c'est. Non, les emprunts, il y a les emprunts obligataires et puis le bon des trésors au niveau de l'État. Ce sont des dispositions réglementaires par la loi des finances, pour permettre à l'État, à un moment donné, de disposer de liquidités pour faire face au fonctionnement de l'État, en attendant de rembourser. Donc, cela existait. Mais ça a pris une autre tournure depuis l'avènement de la Covid. Pour faciliter la résilience des États, la BCEAO a demandé ou a autorisé à tous les États d'aller chercher, collecter les sous sur le marché
à concurrence de un tiers de leur budget. Alors, le Togo a profité de cette situation-là et vous allez constater que depuis la fin du mois de mars 2020, le Togo est pratiquement sur le marché, pratiquement 2 fois en début et à la fin. Et aujourd'hui, le Togo est classé premier emprunteur au niveau de l'UEMOA, pratiquement 22 sorties par an et en moyenne 30 milliards pour le fonctionnement pour satisfaire le fonctionnement de l'État. Oui, mais est-ce que c'est des emprunts qu'il faut rembourser à court terme? C'est bien sûr. Ça dit que quand le mécanisme, oui. Quand vous prenez par exemple les bons de trésor, c'est à court terme. Là, c'est 1 an. Peut-être j'ai besoin de liquidité. Vous avez besoin de liquidité. Dans 1 mois, dans 2 mois. Vous allez passer le mois après, je vous rembourse. Vous remboursez. Et ça ne peut pas dépasser 1 an. Au plus 2 ans. Ah oui, mais si le Togo est aujourd'hui premier à ce niveau, ne voyez-vous pas que c'est quelqu'un qui rembourse très bien? Sauf que quand vous allez voir les lois de règlement du Togo, vous allez constater que le compte de déficit permanent ne fait qu'augmenter chaque année en moyenne de plus de 200 milliards. C'est-à-dire que quand vous empruntez et que vous n'arrivez pas à payer, ça devient une dette. Et là, cette dette maintenant, avec les intérêts, se multiplie. N'est-ce pas? Cela se multiplie et la dette ne fait qu'augmenter. C'est ça. Mais vous avez dit quand même que ici, par rapport aux emprunts obligataires, ça ne peut pas dépasser 1 an. Non, non, le bon de trésor ne peut pas dépasser 1 an. Mais les emprunts obligataires, c'est à moyen terme, ça peut aller jusqu'à 3 ans. Et avec plusieurs intérêts. Oui, avec des intérêts bien sûr. Et plusieurs façons de payer. Vous pouvez calculer pour payer avec un prix constant chaque année ou attendre la fin pour payer. Mais dans tous les cas, c'est que c'est des emprunts, vous payez. Et ça, c'est uniforme pour les pays de l'UEMOA, les 8 pays de l'UEMOA. Oui, mais entre-temps, la BCEAO a demandé d'arrêter parce que cela crée l'effet d'éviction. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que vous allez prendre sur le marché, en réalité, c'était destiné au financement des entreprises. Donc, il y a une concurrence qui se fait d'une manière déloyale par rapport aux entreprises qui n'arrivent pas à s'autofinancer. Alors que les entreprises n'ont pas de possibilité pour aller ailleurs pour s'autofinancer. C'est là où les entreprises... Mais vous venez vous racler tout et vous empêchez les entreprises de s'autofinancer, alors même que la dette intérieure est là. Quand vous prenez la dette du Togo aujourd'hui, la dette intérieure est au-delà de 1000 milliards. C'est comme si vous arrachez une partie du capital aux entreprises. Ce qui fait que, elles ne peuvent pas s'autofinancer, il n'y a pas de bénéfices et elles ne sont pas capables de créer de l'emploi. Donc, c'est ce qui fait que au niveau de l'UEMOA, surtout au niveau du Togo, toutes les entreprises ne sont pas compétitives sur le marché. Oui, mais en lisant des documents ou des livres ou bien des publications liées à la finance, il est quand même reconnu, c'est établi qu'aucun pays au monde n'est sans dette intérieure. Bien sûr, mais la question fondamentale qu'il faut se poser, qu'est-ce qu'on en fait avec la dette? Parce qu'en réalité, la dette est appelée à payer, à permettre de payer la dette. Mais ici, ce n'est pas le cas. Ici, on s'endette seulement. Ici, on s'endette seulement quand vous empruntez de l'argent pour faire le péage, par exemple. Sachant que le péage peut maintenant générer pour payer. Mais quand vous empruntez pour payer les salaires, peut-on faire un emprunt pour aller payer mais puisque vous le faites pratiquement chaque fin du mois. 30 milliards par an. Je vous rappelle que les besoins de financement pour le fonctionnement de l'État est passé de 20 milliards en 2014 à 58 milliards en 2023. Soit une augmentation de plus de 190%. Alors, c'est la question qu'il faut se poser. Quand on emprunte là, qu'est-ce qu'on en fait? C'est ça le vrai problème. Il ne s'agit pas d'emprunter, mais il faut emprunter pour réaliser des objectifs capables de générer des ressources pour rembourser la dette. Ici, ce n'est pas le cas. C'est pour ça que la dette, chaque année... Ça s'accumule? En moyenne de 200 milliards chaque année. La dette publique du Togo augmente en moyenne de 200 milliards chaque année.
Et vous verrez que depuis... Et quand est-ce qu'on pourra rembourser et comment? C'est la vraie question qu'il faut se poser. Quand est-ce qu'on pourra rembourser et comment? Parce que ce que vous empruntez aujourd'hui, là, c'est les impôts de demain. La dette aujourd'hui, c'est les impôts de demain. Ça veut dire qu'on est en train d'hypothéquer l'avenir de nos enfants en augmentant la dette comme on le fait. Et demain, c'est que lorsque le pays sera dans une situation de banqueroute, c'est que tout le monde... C'est ce qui s'est passé avec le programme d'ajustement structurel en 1982, imposé par le système de Bretton Woods. Et c'est là où nous sommes aujourd'hui. C'est pour ça que chaque fois on parle de la Banque mondiale et ainsi de suite, mais qui vient nous imposer des conduites à tenir qui parfois ne rentrent pas dans les intérêts du peuple. Oui, et justement, vous l'avez évoqué, la Banque mondiale ou le FMI, ces institutions de Bretton Woods aussi sont aux aguets, sont là dans tous les pays pratiquement, dont le Togo. Et ils contrôlent aussi qu'est-ce que ces banques-là, ou disons ces fonds, apportent concrètement à tous les pays, pas singulièrement le Togo. Non, c'est une question de choix. Je vous rappelle que le 19 octobre dernier, oui, le Burkina Faso a refusé le financement de la Banque mondiale pour équilibrer la balance des paiements. Ibrahim Traoré a refusé. À ces risques aussi. Quel risque? Vous pensez? Non! C'est une question de choix politique. Et il s'affirme. De souveraineté? Oui, bien sûr. Parce que vous imaginez, ça dit qu'on vous dit qu'on va vous prêter de l'argent pour acheter des choses à l'extérieur. Lui, il dit non, si c'est pour acheter à l'extérieur, je préfère produire chez moi. C'est ça. Si vous voulez m'aider à produire chez moi, d'accord. Mais si vous voulez m'aider à acheter à l'extérieur, non. Et il a refusé. C'est ça, c'est un acte de souveraineté. Et il s'est engagé. Aujourd'hui, le Burkina Faso est sur une bonne droite, une bonne ligne. Oui, bien sûr. D'ici 2-3 ans, vous allez voir que nous allons aller acheter des choses au Burkina Faso. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas d'aller emprunter. Mais il s'agit de savoir ce qu'on veut faire des emprunts. Et pire encore, c'est que ceux-là qui sont à la tête de ces projets ou de ces organisations ou ceux à qui on remet l'argent, c'est qu'une bonne moitié de ces fonds restent à l'extérieur avant même qu'on les ramène. Et à la fin, vous allez voir que c'est les caisses vides. Donc, ces institutions, le plus souvent, leur mécanisme de financement, l'argent emprunté ou bien prêté à tout pays n'atterrit pas dans les caisses de l'État d'abord? Non, pas du tout. En tout cas, selon les informations que nous avons, avant même qu'on ne vous prête, on vous oblige à ouvrir un compte en Suisse et tout ça là. Donc en tout cas il y a un mécanisme qui permet, très complexe, qui permet à chacun de se lécher les doigts avant même que l'argent n'arrive chez le contribuable. C'est qu'une bonne partie s'est envolée. C'était la formule de, comment l'appelle-t-on, la générale de Gaulle. Le général de Gaulle a demandé à tous les chefs d'État de s'enrichir. Enrichissez-vous, confondez les caisses de l'État, mais mettez vos pays sous l'orbite de la France. Et c'est ce qui s'est passé. Et vous avez vu. Mais quand même, avec les prêts, que ce soit l'emprunt obligataire ou bien les prêts de la Banque mondiale, du FMI et tout, l'essentiel, c'est de faire développer les pays et que chacun se sente à l'aise ou bien les citoyens se sentent à l'aise. Peut-être cela n'est pas au rendez-vous dans certains pays, mais la question de savoir est-ce que les pays du Nord, les pays occidentaux ont aussi recours le plus souvent à la Banque mondiale et également sur le continent noir. Mais je vous posais la question tout à l'heure par rapport aux institutions de Bretton Woods. Est-ce que les pays du Nord, nous disons les pays occidentaux, les pays développés, se réfèrent également à ces institutions? Tous les pays ont à un moment donné besoin de financement extérieur. Et je prends l'exemple du Canada qui a connu cette période-là très difficile. Mais ils se sont ressaisis parce que chez eux, les emprunts sont bien utilisés et la reddition des comptes à tous les niveaux. C'est ça la différence. Et en tout cas, nous, dans nos pays ici, c'est qu'on préfère... Donc, vous empruntez, mais l'utilisation doit être à bon escient et très efficace. À tous les niveaux. Quand j'ai parlé de l'Assemblée nationale, j'ai parlé des organisations de la presse. Et tout le monde suit tout le monde. Quand il y a un emprunt qui arrive, c'est que tout le monde suit du début jusqu'à la fin. Mais malheureusement, chez nous ici, ce n'est pas le cas. C'est ça la différence. Et on a évolué
de ces emprunts à ces emprunts et de l'endettement à l'endettement. Sauf qu'on n'a rien réalisé sur le terrain. C'est ça la différence. Sinon, le déficit budgétaire, le déficit de la balance commerciale, le déficit, c'est des choses qui existent un peu partout. Oui, Sauf par, que les gens par prennent exemple, aux États-Unis, la dernière fois, ce qui a rapidement propulsé la réélection de Donald Trump, c'est qu'ils ont constaté une petite faille au niveau de Joe Biden. Et oui, voilà, rapidement, il a profité de ça. La faille, c'était quoi? C'est les données du commerce international en septembre 2024. Et on a constaté que le déficit de la balance commerciale est allé jusqu'à 84,4 milliards, ce qui est inadmissible. Et cela a affecté les entreprises. Ça a affecté les entreprises, non seulement parce que le marché, ça veut dire que votre marché est envahi. Quand votre balance commerciale est déficitaire, ça veut dire que vous importez plus que vous n'exportez. Et les importations, c'est quoi? C'est du côté des États-Unis, c'est la Chine. Et l'Allemagne, bon, l'Union européenne, disons l'Union européenne, le Mexique, la Thaïlande, et ainsi de suite. Et c'est pour ça que la formule de Joe Biden a marché. Make American... Et la formule de Donald Trump. La formule de Donald Trump a marché. Le MAGA. Make American Great Again. C'est-à-dire qu'il faut remettre l'Amérique à sa place. L'Amérique d'abord. L'Amérique d'abord. Et il faut voir toutes les mesures qu'il a prises. Finalement, Donald Trump va s'isoler avec son pays ou bien quoi? Puisque aucun pays ne peut vivre en autarcie. Non, c'est que Donald Trump est en train d'anticiper de la chute de l'Empire américain. Il y a 3 raisons fondamentales qui expliquent que l'Empire américain va tomber. D'abord, le recul du dollar avec l'arrivée des BRICS. Avec l'arrivée des BRICS, les pays proches de la Russie. Proches de la Russie. Vous savez que le dernier sommet de BRICS a demandé à ce que tous les pays membres de BRICS, désormais, doivent payer leur échange interne en leur monnaie nationale. Ce qui va entraîner le recul du dollar. Cela risque d'amener le pion au dollar américain. Au dollar américain. Pire, c'est qu'aujourd'hui, il y a plus de 13 pays qui annoncent leur adhésion aux BRICS, dont en Afrique, l'Algérie et le Nigeria. Ensuite, c'est que le BRICS demande les réformes des institutions de Bretton Woods en tenant compte du poids des pays émergents. Donc, le monde n'est plus unipolaire. Oui. C'est que la puissance occidentale est en train de tomber. Mais là, ils sont en train de tacler l'hégémonie américaine. Mais bien sûr, parce que l'unilatéralisme américain a fait du tort à tout le monde entier. Vous savez que l'Amérique a battu sa puissance sur la guerre. Et aujourd'hui, les BRICS sont en train de proposer plutôt la paix. Vous avez vu ce qui s'est passé entre l'Inde et la Chine, qui se sont mis d'accord par rapport à leur position sur leurs frontières. Désormais, la guerre est finie là-bas. Oui. Il y a aussi l'Arabie Saoudite et l'Iran qui, par l'intermédiaire de la Chine, se sont mis d'accord et ils ont même organisé une manœuvre militaire. Oui. Vous avez vu. Et aujourd'hui, ils demandent... c'est des pays diamétralement opposés sur le plan religieux. Sur le plan religieux que les Américains opposaient. Aujourd'hui, ça veut dire que l'Amérique est en train de perdre une partie de sa puissance, que ce soit en Asie ou que ce soit peut-être au Proche-Orient. Donc, Donald Trump est en train d'anticiper. Pire, c'est que l'entreprise américaine aujourd'hui est en difficulté. Je vous ai parlé de surtout l'entreprise de véhicules. C'est l'Allemagne, le Mexique, tout ça là. C'est pour ça que Donald Trump, il dit qu'il va rééquilibrer non seulement la balance commerciale, mais il va faire revenir toutes les entreprises. Est-ce que cela n'aura pas d'impact ou d'incidence sur les autres économies? Mais bien sûr, d'abord, il va couper les chaînes d'approvisionnement. Il y a certaines chaînes d'approvisionnement qui seront coupées. Quand il dit qu'il va taxer les produits chinois à 60%, les produits européens de 10 à 20%, et les véhicules à 100 jusqu'à même 200%, c'est qu'il y a des chaînes d'approvisionnement qui seront coupées. Et il oblige en même temps les entreprises délocalisées à revenir en Amérique. C'est pour ça qu'il dit qu'il va réduire l'impôt sur les sociétés
qu'il avait réduit avant, hein, qui était passé de son premier mandat de 35% à 21%. Maintenant, il prévoit le ramener à 15%. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est une manière d'inciter. Voilà, une mesure incitative. Oui, pour que ceux qui étaient partis les Américains qui ont créé des... Qui sont partis en Chine, qui sont partis au Vietnam, un peu partout, de revenir. Qui reviennent au pays. Au pays. Et aussi, il a promis, et là c'est encore plus intéressant, de réduire la facture d'électricité par 2. C'est que ça réduit le coût de production au niveau de l'entreprise et ça entraîne la baisse du prix. Donc, il va lutter contre l'inflation. Tu vois, en même temps qu'il protège la production, c'est qu'il protège le consommateur. Et vous avez vu comment il a réussi à rendre sa vision populiste qui lui a permis de battre et aujourd'hui, il est sur le point d'avoir le trèfle au niveau de la Chambre des représentants, le Sénat, la Cour suprême et même le vote populaire. Il a tout le pouvoir pour au moins 2 ans. Et dans ce processus, pourquoi beaucoup de personnes, surtout les Européens et d'autres, s'inquiètent? Malheureusement. Mais le jour de l'annonce, juste au lendemain de l'annonce de la victoire de Trump, il y a eu l'Union européenne qui a se sont réunis à Budapest. Et c'est vraiment, en tout cas, le cœur gros. Nous avions écouté Viktor Orban. Oui, est-ce que l'Afrique va également en pâtir? Mais non, c'est que... Puisque l'Afrique n'est pas quand même dans ses priorités. Tu sais, pendant longtemps, l'Afrique a été considérée comme le menu. Fretin? Non, le menu, ça dit que c'est lui qu'on utilise pour faire... ça dit que le plat. Oui. Tous les processus en tout cas, l'Afrique est le menu. L'Afrique n'a jamais été considérée comme un acteur. Mais est-ce qu'on peut un jour sortir de cette Mais il faut s'organiser. Et c'est pour ça que nous devons saluer ce qui se passe au Sahel et ce qui se passe actuellement au Sénégal et en Guinée équatoriale. En Guinée Conakry. Si il y a une jonction entre ce qui se passe au Sénégal, ce qui se passe en Guinée et les pays de l'AES, vous allez voir que c'est le début de la révolution africaine. Ah bon? Ah oui, tu sais, moi j'ai étudié. Sur le plan économique? Sur le plan économique et politique. Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique, j'ai dit que l'Afrique a toujours été comme le menu. Vous vous rappelez, en 1885, à la conférence de... ils ont décidé de charcuter l'Afrique. Et cela a continué. En 82, face au plan d'action de Lagos proposé par Edem Kodjo, qu'est-ce qu'ils nous ont proposé? Le programme d'ajustement structurel. Et les Africains ont abandonné le plan d'action de Lagos pour aller s'agiter au plan d'action de au programme d'ajustement structurel, qui a été vraiment un échec. Alors, quand la deuxième génération des chefs d'État africains sont arrivés, et ils ont proposé, Thabo Mbeki et le Sénégalais Abdoulaye Wade ont proposé le NEPAD. Qu'est-ce qu'on leur a opposé? Le PPTE, pays pauvres, l'initiative PPTE. Et ils ont abandonné leur propre programme de développement. Le NEPAD, ils ont abandonné le NEPAD au profit du PPTE. Aujourd'hui, qu'ils se sont rendus compte que le PPTE est un échec, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on leur propose? La SLEGAF. Ça veut dire que zone de libre-échange. Alors que vous êtes incapable de produire pour vous-même. Et vous parlez de la SLEGAF. C'est-à-dire que pour libéraliser le commerce, alors que vous faites peut-être de la réexportation. Quand vous prenez la plupart des pays, surtout le Togo par exemple, quand vous prenez les éléments de l'exportation du Togo, c'est une bonne partie de la réexportation. Vous n'êtes pas capable de produire vous-même. Donc, ça veut dire que l'Afrique est toujours à côté. Et même si l'Afrique produit massivement, il y a également le système AGOA avant que les produits là n'atterrissent sur le sol américain. Oui, tout ça là, c'est pour vous empêcher de produire, en tout cas, ce dont vous avez besoin et de faire face à vos besoins personnels. On vous fait miroiter les choses et surtout, c'est surtout les démocrates qui le font aux États-Unis. Les républicains, c'est ça la différence entre les démocrates et les républicains. Les démocrates vous font miroiter les choses alors que les républicains vous laissent dans votre responsabilité. Que vous-même, vous puissiez assumer. Organisez-vous pour assumer, sinon on vous piétine. 92 02 80 63 99 70 70 90. Vous voudrez participer au débat, vous êtes le bienvenu chez nous et nous allons accueillir le premier intervenant qui est en ligne avec nous. Allô?
Oui, Joachim, bonjour. Oui, bonjour, évangéliste Senghor. Monsieur Seigneur, bonjour. Bonjour, monsieur évangéliste Senghor. Bon, je reviens au Togo. Vous étiez député à l'Assemblée, le représentant du peuple. Il y avait les femmes à Damago, tout ça là à l'époque. Bon. Madame Adjambo n'avait pas été députée. S'il vous plaît? Madame Adjambo n'était pas députée à l'époque. Ok. Mais bon, monsieur Sanyao, la question là, il ne faut pas oublier, il va nous répondre. Et en ce temps-là, quand vous étiez aux affaires, en tant que le représentant du peuple, est-ce que vous avez invité à nos dirigeants pour les signer au gouvernement? Parce que nous avons des institutions, il y a le port, il y a la SNPT, il y a tout ça là, pour au moins faire le compte. Est-ce que vous l'avez fait à votre temps? Deuxième question. Monsieur Sanyao, vous venez de dire que le pays fait partie des pays très endettés. Bon, l'argent là, ça fait quoi? Ça donne quoi? Où aujourd'hui, notre Lomé, la capitale, est dans un dépotoir, où l'argent là va dans les poches des gens, ou bien ça fait quoi? Je vous remercie beaucoup. D'accord, bien noté, monsieur Senghor. Apollinaire, vous êtes également bien branché sur Victoire FM. Allô? Bon. Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Apollinaire. Bien noté, mon cher ami Apollinaire. 92 02 80 63 99 70 70 90. Le dernier intervenant pour vous permettre de pouvoir répondre aux uns aux autres. Allô? Oui, c'est monsieur Gado? Bonjour, Oui, monsieur bonjour. Gado. D'accord. Bien noté. Alors, on commence par le dernier intervenant. Rapidement, on parle du second volet de sa question. L'opposition, vous avez suivi l'ANC sonne, la remobilisation, le front touche par ma constitution est là, etc. etc. Pourquoi ne pas se retrouver dans un grand creuset selon l'auditeur? Oui, je pense qu'il a vraiment raison. Et sincèrement, nous aussi, nous sommes dans cette logique depuis 2020. Nous avions constaté que depuis 2020, il y a une confusion qui s'est installée dans le débat politique et même les hommes politiques ont abandonné le terrain pour laisser le terrain aux activistes des réseaux sociaux avec des insultes, tout ça là. Et cela a créé quoi? L'indifférence de la population et la parole de l'homme politique ne porte plus. Tout simplement parce que c'est Maître Apévon qui l'a dit. C'est-à-dire que les leaders politiques refusent de se mettre ensemble. Nous avions essayé en 2020 qui devrait les amener à se mettre autour d'une table pour parler d'une seule voix. Malheureusement, au niveau de la CNAP, vous avez constaté comment ils se sont comportés et il n'y a pas eu cette entente pour les mettre de se mettre ensemble et défendre les mêmes intérêts. Et aujourd'hui, le CPC est devenu en fait quelque chose, une portion congrue qui n'augure rien parce que le peuple ne fait plus confiance. Comme il l'a dit, et je suis parfaitement d'accord avec lui, c'est qu'il faut que les leaders politiques reconnaissent aujourd'hui que la vision, la volonté du peuple ne cadre pas avec leur vision. Chacun, de son côté, ils ont des compétences bien reconnues. Quand vous les prenez un à un, chacun a vraiment des compétences. Mais à quoi ça sert d'avoir des compétences
qu'on ne peut pas utiliser. Parce qu'en restant chacun de son côté, vous ne pouvez pas utiliser ces compétences-là. Mettez-vous ensemble. Mais qu'est-ce qui les empêche de se mettre ensemble? Nous sommes dans quel pays où on ne peut pas se pardonner, où on ne peut pas s'accepter, où on ne peut pas accepter de se mettre autour d'une table pour réfléchir et trouver une solution intermédiaire. Donc, moi, je lance un appel solennel à tous les leaders politiques, qu'ils soient sur le terrain ou à l'extérieur du pays, pour leur dire qu'ils n'ont qu'à aller à l'école de la sagesse. L'école de la sagesse, c'est quoi? C'est la modestie, c'est l'humilité, c'est la capacité de se juger sans complaisance, c'est de reconnaître ses erreurs et tirer des leçons. Nous avions assez fait des erreurs depuis 2020 jusqu'à ce jour. Il faut maintenant une introspection pour corriger tout ça là et donner l'espoir au peuple. Est-ce que les dettes contractées par notre pays ont pu permettre de créer quand même des emplois? En réalité, on n'emprunte pas pour créer des emplois. Le rôle de l'État, ce n'est pas de créer des emplois. Mais le rôle de l'État, c'est de provoquer, inciter, le secteur privé créer de l'emploi. Créer des capitaines d'entreprise pour que ceux-ci-là puissent créer des entreprises capables d'être compétitives sur le marché et créer des emplois. C'est le contraire que nous sommes en train de faire et malheureusement, c'est pour ça que notre dette n'arrive pas à payer la dette. Et voilà, les gens aujourd'hui s'en vont vendre les parcelles de terre au village et s'acheter des motos pour conduire des migrants. Oui, c'est parce qu'ils n'ont plus rien à faire. C'est le sous-emploi. C'est le sous-emploi aujourd'hui. Le sous-emploi au Togo est dans l'ordre de 28 à 30% selon les zones. Quand vous étiez député, aviez-vous réclamé de l'État, du gouvernement, à un moment donné, le compte du port, de l'aéroport, de la SNPT, etc., etc. Mais bien sûr, nous avions fait des interpellations. Vous vous rappelez, Jean Kissi avait fait par rapport Simon et autres là, Madame Isabelle Amegani avait fait des interpellations, Jean-Pierre Fabre avait aussi fait des interpellations, c'est au Premier ministre par rapport à la participation de l'État dans toutes les sociétés d'État. Aujourd'hui, l'État a des actions dans plusieurs sociétés, mais malheureusement, ces sociétés ne versent pas de dividendes. Je prends le cas particulier de la SNPT. En 2021-2022, la SNPT a vendu plus de 1500 tonnes de phosphate au prix de 350 $. Mais rien n'est rentré au trésor. On nous dit, ah bien sûr, puisqu'on nous dit même que depuis un certain temps, la SNPT ne rembourse, ne fait pas. Et voilà, les dettes s'amoncellent au jour le jour. Et le pays est endetté, ça dit que le pays est endetté. Et la dernière préoccupation de Apollinaire, qui est la dernière préoccupation ici également, 35 ministres, 113 députés, bientôt des sénateurs, des anciens députés, les présidents des conseils régionaux, leur staff, administration, tout, les mairies, 117 et tout ça. Est-ce que vous ne voyez pas que tout est budgétique? Non, ce que je peux dire, c'est comme le jeune Gabonais le dit, tout est à refaire. Tout est à refaire parce que la République même au Togo est à refaire. Donc il faut que les Togolais se mettent dans la tête que la République, aujourd'hui, j'ai fait une publication dans laquelle j'ai dit que le Togo ressemble point par point à une République bananière. Donc il faut restaurer la République. Il faut tout refaire. Mais quand même, par rapport au carburant, la vie chère et bien sûr, par exemple, le gaz, puisque vous les avez évoqués, est-ce qu'on peut réduire ce prix? Non, ça fait plus d'1 an que le prix du baril a baissé. Le prix à la pompe était à 700 francs quand le prix du baril était à 120 $. Aujourd'hui, le prix du baril est en dessous de 70 $. En dessous de 70 $, sont 9 $. Vous voyez l'écart? Ça veut dire que l'État est en train de tricher une bonne partie. Tricher peut-être, puisque c'est 3 mois ils achètent. Mais je dis, ça fait plus de 6 mois. Ça fait même plus de 6 mois. Je pouvais vous donner la date à laquelle le prix du baril est descendu. Donc, on peut mieux faire. Non, ça dit que c'est une question de volonté. Quand on a le souci en tout cas de l'intérêt général, ça dit qu'on doit tenir compte de tout ça là. Monsieur Uruako Tchanyao, merci d'être passé. C'est à moi de vous dire merci parce que sincèrement, je vous apprécie beaucoup et le travail
Que Dieu nous protège tous. Merci. Voilà, Coco le Parisien. Merci pour la coordination technique pour cette édition. Amjoy Allah, merci également pour la page, ou bien disons le service digital de la radio. Claudia Dino était aux côtés donc de Coco le Parisien. Moi, je suis Joachim Vétim. Madame, Monsieur, cette émission s'achève ainsi. Elle vous sera rediffusée à 22h. Bonne journée à toutes et à tous.